tous, bonsoir à vous. Bonsoir depuis la France, bonsoir depuis Paris. Je vous embrasse très très fort, je lis au fur et à mesure tous les commentaires, je vous embrasse tous. Merci d'être connectés et merci pour ceux qui ont commencé à partager cette vidéo live. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes ivoiriens, ce soir, je voudrais aborder un sujet très délicat, un sujet sensible, un sujet complexe, un sujet essentiel. Essentiel pour la stabilité de notre pays, essentiel pour la cohésion sociale dans notre pays, essentiel pour l'unité de la nation et l'unité du pays, et de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, je voudrais vous remercier pour les personnes qui sont connectées et qui vont me suivre pendant ces quelques minutes, ou je dirais même, c'est presque 1 heure de direct live, donc de conférence, parce que je vais appeler ça conférence. Moi, ce que je fais, c'est un peu des conférences, mais virtuelles, parce que j'essaie de poser le sujet, d'analyser, de faire parfois des propositions et parfois aussi de faire des critiques, mais des critiques objectives. Et je pense qu'en tant que citoyens, les citoyens que nous sommes, notre droit, notre devoir, notre obligation des citoyens, en tout cas nous qui avons la chance d'être suivis sur les réseaux sociaux, la chance d'être écoutés, nous aussi notre devoir, c'est d'apporter, d'analyser à froid, d'analyser avec distance, sans rentrer dans les émotions, même si les émotions, ça se comprend, les émotions sont naturelles, les émotions, l'émotion elle est humaine, mais en tant que citoyen, nous avons une obligation, en tout cas moi je suis obligé, parfois je me fais justice pour essayer d'analyser les sujets, même si je les sais très sensibles et complexes. Et ce sujet dont je veux aborder avec vous est un sujet délicat, est un sujet complexe, est un sujet sensible, est un sujet fragile, mais est un sujet essentiel. Essentiel pour notre pays, essentiel pour les populations qui vivent dans les territoires de notre pays, essentiel pour nous-mêmes, essentiel pour demain, essentiel pour l'avenir. Donc, je vais parler des associations. Je ne dirais pas une association, parce que effectivement, on ne va pas le nier, il y a des associations régionalistes en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y a des associations régionalistes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a, moi j'ai découvert, et et depuis très longtemps, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez, mon combat est un combat, mon engagement est un engagement citoyen. C'est pour ça que je prends de mon temps. J'accorde ce temps à la sensibilisation, à la pédagogie. Et je parle, si vous me suivez depuis longtemps, mon discours est le même. Il n'a jamais changé. Je parle de la République. Je parle des institutions républicaines. Je parle de la citoyenneté. Je parle des lois. Je parle du renforcement des lois. Je parle du devoir du politique. Je parle de la responsabilité des personnes en fonction. Et je parle de l'obligation de ces personnes en fonction. Je parle du devoir du citoyen et de l'obligation des citoyens. Je pense qu'on ne peut pas avoir une nation forte, une république forte, si on a une masse de la population qui n'a pas tous ces outils. S'il y a une masse de la population qui n'a pas elle-même compris ce que c'est que la République, ce serait difficile de réussir. Les États africains seront toujours fragilisés parce que la majorité, c'est ce qu'on appelle la masse, n'a pas encore suffisamment de recul face à ces questions identitaires. Donc vraiment, je voudrais parler de ce sujet avec beaucoup de respect, avec beaucoup de délicatesse, parce que je le dis, parce que c'est un sujet qui est très sensible, délicat, mais j'ai dit, il est essentiel. Il est important que le débat soit posé. Moi, aujourd'hui, j'ai dit, je me réjouis que ce débat soit posé de façon publique.
et qu'on découvre le débat avec émotion sur les réseaux sociaux, on découvre le débat avec émotion dans la presse, on découvre... Alors, je tiens d'abord à vous dire, toutes les personnes qui viendront sur cette page où je traite un sujet qui concerne la République, qui concerne les institutions, qui nous concerne tous, la personne qui n'est pas capable d'apporter des arguments, soutenus, de s'exprimer, je serai dans l'obligation, mais de te virer comme un malpropre de cette page. Je préfère avoir 2 intelligents que d'avoir 1000 idiots. Parce qu'on ne construit pas une nation avec des idiots. On ne consolide pas la cohésion avec des idiots. On ne consolide pas la paix avec des idiots, mais avec des personnes intelligentes. Je préfère avoir 2 personnes intelligentes que d'avoir 1000 idiots. Parce que ici, je ne fais pas des clashs vidéo. Je ne fais pas des vidéos pour montrer des femmes dénudées ou des hommes dénudés. Donc, c'est pas la page de racaillerie. C'est pas la page de libertis, des gens, des libertins. C'est une page citoyenne. Donc, si vous n'êtes pas capable d'écouter, d'apporter vos arguments, je vais vous virer automatiquement de cette page et vous serez banni de la page. C'est la dernière fois que monsieur, dont je ne citerai pas votre nom, c'est la dernière fois que je vois un de votre commentaire ignoble passer sur cette page. Vous serez viré et vous reviendrez avec une autre page. Mais ce qui est bien chez Facebook, et je tiens à vous le dire, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui utilise un compte avatar, si je le bannis de ma page, Facebook me demande, est-ce que vous souhaiterez que la personne avec d'autres comptes ne commente plus jamais sur votre page? Je mets oui, votre avatar et vous-même, vous serez les bâtards à jamais. Ça, c'est clair et je le dis. C'est la dernière fois que je vois un commentaire de ce genre sur ma page. Je vous le dis avec franchise. Je reviens à mon sujet. Je dis, ce sujet est délicat. Ce sujet est délicat. Il est sensible. Mais ce débat se doit d'être posé parce qu'il est important. Il est urgent. Il est nécessaire de poser ce débat. C'est un débat intellectuel. C'est un débat intellectuel. Ce n'est pas un débat passionnel. C'est un débat intellectuel, avec de la réflexion, avec des arguments soutenus. Celui qui n'est pas capable, moi je veux vraiment poser un débat dans ce sens-là. Je veux un débat intellectuel. Et je veux que nous le posons de façon intellectuelle, de façon institutionnelle, de façon démocratique, de façon républicaine, pour apporter des solutions, pour être utile à ces questions qui, dans le passé, ont détruit notre vivre ensemble. Parce que les questions identitaires ont détruit la cohésion sociale hier. Donc aujourd'hui, nous devons repenser l'identité que nous souhaitons pour la République. Et donc, je viens au sujet. Avant d'arriver à ce sujet, c'est comme, je vois un commentaire, depuis sur ces questions d'associations régionalistes, parce que je ne dis pas une association régionaliste, je dis il y a des associations régionalistes. Il y a des associations régionalistes, donc il y a des associations, comme on dit, association des cadres du Grand Ouest, association des cadres du sud, du centre ou du sud, association des cadres du nord qui est en train de se créer ou qui s'est créé ou qui est en train d'être être mis sur pied. Je parle des associations. Je ne parle pas d'une association. Et je tiens vraiment à le préciser, je ne veux pas des raccourcis. Comme je dis, je suis une citoyenne. Mes sujets que je les traite de façon citoyenne. Et je veux vraiment poser mon sujet de façon citoyenne, de façon républicaine, de façon démocratique, de façon constitutionnelle et institutionnelle. Et non de façon passionnelle.
Je ne rentre pas dans la passion. Je ne rentre pas dans l'émotion. Je prends le volet intellectuel pour parler de ce sujet-là. Voilà. Donc, mes frères et sœurs, on va y arriver sur le sujet. Alors, j'ai eu des messages depuis cette actualité qui est, je dirais pas futée sur les réseaux sociaux ou qui a été étalée sur les réseaux sociaux, qui a coulé beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, comme on dit dans le jargon des réseaux sociaux, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai été interpellée par plusieurs d'entre vous. J'ai été interpellée par certains de nos compatriotes, de nos frères et sœurs africains, d'autres pays africains, qui m'ont interpellée sur, d'abord, la notion de... Excusez-moi. Vous allez beaucoup, mais excusez-moi mes amis. Je vais aller... Voilà. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'est celui-là. Je vais... Voilà. Cher monsieur, jusqu'à preuve du contraire, je suis ici sur ma page Facebook. Je parle avec mon rythme, je parle avec mon temps. Si ça vous emmerde, prenez la porte, mais avec grand plaisir. Je dis, je préfère avoir 2 intelligents que 1000 idiots. Donc les idiots, j'en veux vraiment pas. Les idiots, il ne faut pas avancer le débat. Les idiots, il ne faut pas avancer la République. Les idiots sont inutiles, ils existent parce que la nature a horreur du vide. C'est tout. Donc je dis, je veux m'adresser aussi à nos frères, certains de nos frères africains qui m'ont parlé de la xénophobie en Côte d'Ivoire. Et je veux profiter de cette actualité pour quand même pour m'exprimer sur cette notion de xénophobie. Je voudrais interpeller les uns et les autres et interpeller surtout beaucoup de nos frères africains et leur dire ceci. Vous savez, la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire, qui est aussi votre pays par affinité, par sympathie, par fraternité, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Je veux vraiment le dire et je pense qu'il est temps de le dire et de l'affirmer, de le réaffirmer. Pour dire à nos frères et sœurs sur le continent africain que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Qu'il y a un tribalisme, un tribalisme dans les régions de la Côte d'Ivoire, c'est un fait. Qu'il y a un tribalisme en Côte d'Ivoire, dans les ethnies de la Côte d'Ivoire, c'est un fait. C'est un fait. Mais la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sont pas des xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas des xénophobes parce que la Côte d'Ivoire est le seul pays. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique noire où chaque citoyen africain vient trouver refuge sans difficulté. Où chaque citoyen africain vient se récréer, vient trouver, vient se reposer. Alors, voilà, comme ça, toi. Je vais le bloquer de ma page. Donc je dis que viens trouver refuge et viens se reposer sans difficulté. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique où nos frères et sœurs africains viennent se construire, viennent y réussir la vie, vivent
vivent bien, vivent mieux parfois par rapport à leur pays même, de leurs différents pays d'où qu'ils viennent. Donc la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Qu'il y a le tribalisme en Côte d'Ivoire, dans les groupes ethniques en Côte d'Ivoire, c'est un fait. Mais de là à dire tout le temps que les Ivoiriens sont xénophobes, que la Côte d'Ivoire est xénophobe, pour moi, ça s'apparente un peu à une forme d'escroquerie, non seulement une escroquerie intellectuelle. Et je pense qu'il est temps que cela cesse. De traiter les Ivoiriens comme ça, les Ivoiriens sont xénophobes, la Côte d'Ivoire est xénophobe, je pense que ce n'est pas vrai. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Et ça, c'est une réalité. Quand vous prenez tous les pays de la sous-région, vous n'allez pas voir des groupes ivoiriens se mêler de la politique intérieure de ces pays-là. Mais en Côte d'Ivoire, tout le monde se mêle de la politique intérieure de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est pas un pays xénophobe. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Je vais prendre même l'histoire même de la Côte d'Ivoire en elle-même. Et c'est là où je vais débuter mon intervention. L'histoire, c'est que il faudrait qu'on fasse, il est temps aussi qu'on fasse vraiment un travail de mémoire. Pour qu'il y ait un devoir de mémoire et qu'il y ait une obligation de mémoire. Parce que chaque fois on entend, les Ivoiriens sont xénophobes, la Côte d'Ivoire est xénophobe. Mais quand vous prenez les pays de la sous-région, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Béninois quand on parle de xénophobie. Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Togolais? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Ghanéens? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Maliens? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Guinéens? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Burkinabés? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Camerounais? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Sénégalais? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Gambiens? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Gabonais? Est-ce que les Ivoiriens seraient plus xénophobes que les Centrafricains? Je n'y crois pas. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. C'est le seul pays en Afrique où chacun vient pour trouver son bonheur. Où chacun vient se reconstruire. Où chacun vient s'inventer. Où chacun vient se construire. Où chacun vient gagner sa vie. Donc vraiment, je veux dire qu'il est important aussi de ne pas faire l'amalgame. Évitons de faire l'amalgame. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si on fait l'amalgame ou c'est fait à dessein ou je ne sais pas. Mais je vais juste dire que la Côte d'Ivoire n'est pas xénophobe. Qu'il y a du tribalisme dans les ethnies, des groupes ethniques, c'est un fait. C'est pour ça que je dis, parce qu'avant de dire que les Ivoiriens sont xénophobes là, posez-vous la question, si au Bénin, s'ils sont xénophobes ou pas, contrairement aux Ivoiriens, si au Togo, ils sont xénophobes, parce que quand j'ai cité tous ces pays-là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, je ne dis pas le meilleur pays, mais je peux le dire, est le meilleur pays hospitalier en Afrique noire. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Qu'il y ait du tribalisme, c'est un fait. Je reviens pour vous dire, parce que depuis la fondation, quand on dit fondation de la nation, avec le père de la nation, Feu Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est le pays où je prends les Auguste Denis, était antillais, mais c'est ministre. Je ne veux pas, c'est pas pour créer de la polémique, mais les Yassé, Philippe, ils étaient d'origine béninoise, mais ils étaient ministres. Et ils sont bien implantés.
Et ils sont les enfants de la République. Les Mathieu Ekra, ils étaient togolais, mais ils étaient des ministres dans le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Les Thiam, pour ne citer que cela. Donc notre pays, la Côte d'Ivoire, est un grand pays. Et je pense que c'est une richesse d'ailleurs. Et cette richesse-là, nous devons la préserver. Et c'est pour cela, il faut éviter qu'on nous réduise à l'image des gens xénophobes. Les Ivoiriens ne sont pas des xénophobes. Les Ivoiriens sont hospitaliers. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, est un pays frère à tous les autres pays d'ailleurs. Et c'est une très bonne chose. C'est une richesse. La Côte d'Ivoire est une vitrine. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la force de notre pays. La force de notre pays, c'est ça. Mais en même temps, je pense que aussi, et c'est pour Daniel Boni Claverie, merci. Et c'est pour ça aussi, je veux dire que quand on parle de l'intégration africaine, ça, ce serait un autre volet de notre live. L'intégration africaine, c'est aussi de lancer un message à tous ces pays-là, de dire, si vos ressortissants se construisent en Côte d'Ivoire, autant que les Ivoiriens, il est temps aussi de créer des conditions dans ces autres pays-là pour que les Ivoiriens puissent se construire là-bas comme les ressortissants de ces pays-là. Ça s'appelle la réciprocité et ça s'appelle l'intégration africaine. Et je vais saluer en cela la volonté du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, qui fait de l'intégration africaine, qui a placé l'intégration africaine au cœur de son quinquennat. Et moi, j'encourage l'intégration africaine, permettre à tous les ressortissants de vivre tout en respectant les lois de la République de leur pays d'accueil. Je laisse ce volet et on va continuer sur... Parce que je dis, il faut faire l'historique. Il faut faire un travail des mémoires. Il faut faire un devoir des mémoires pour permettre à ceux qui arrivent demain de ne pas répéter les erreurs du passé. C'est en cela que le devoir, le travail de mémoire est important dans la vie d'une nation qui a traversé des turbulences, qui a été secouée par des différentes crises. Si le travail des mémoires n'est pas fait, on va répéter les mêmes erreurs. Et les mêmes erreurs conduisent aux mêmes dégâts. Le travail de mémoire dont je parle en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains, on n'a même pas de dates, des commémorations. Pour l'histoire même de l'Afrique, des États africains, et je parle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. Notre pays a traversé des moments dans le passé. Il y a eu la révolution des Abès, il y a eu la révolution avec une partie des Baoulés, donc on appelait les Mbans ou les Mbans, si je prononce mal, qui ne voulaient pas faire des travails forcés à l'époque sur la construction des chemins de fer qui devaient relier de la Côte d'Ivoire au Niger, qui ne voulaient pas faire le travail forcé pour les chemins de fer. Mais il y a eu beaucoup d'Ivoiriens, de nos compatriotes, dont des Abès et une partie des Baoulés qui n'en voulaient pas, qui se sont retrouvés en Afrique centrale. Aujourd'hui, certains de ces enfants sont des chefs d'État dans ces pays-là. Je ne dirai pas le nom de ces pays pour éviter des incidents diplomatiques et des crises diplomatiques. Mais ce sont des sujets, je pense que c'est important de parler de ces questions-là. Mais bon, malheureusement en Afrique, l'histoire, tout le monde a peur de parler de l'histoire. Chacun ne veut pas faire ce travail de mémoire. Personne ne veut toucher parce qu'on dit, ah, si on veut faire un travail de mémoire, peut-être qu'on va être ingratiné dedans, peut-être qu'on va être cité, ou mais peut-être qu'on va être dedans, donc on ne touche pas au travail de mémoire. Mais c'est une grossière erreur. C'est parce qu'on ne fait pas du travail de mémoire, de devoir de mémoire, que depuis 60 ans, les États africains répètent les mêmes bêtises. C'est parce qu'on ne fait pas de travail de mémoire que depuis 60 ans, dans chaque État africain, c'est les mêmes crises. C'est des crises identitaires, c'est des crises des guerres religieuses, c'est des guerres civiles, c'est des guerres communautaires. C'est la même recette. C'est la même recette, c'est les mêmes pratiques, c'est les mêmes dégâts. On assiste à la même chose parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait. Parce qu'il n'y a pas un devoir de mémoire qui est fait.
Les intellectuels ont foutu le camp. Ils font tous de la politique. Les religieux font tous de la politique. La société civile, elle est inexistante. Les mouvements politiques sont des sociétés civiles. Donc tout est faussé par la base. Comment on va orienter la société à éviter les guerres, les crises, si ceux-mêmes qui doivent éclairer, la masse, sont eux-mêmes dans l'obscurité. La difficulté, elle est là. On n'a pas d'intellectuels. On a des intellectuels politiques, mais on n'a pas des intellectuels, des philosophes, des éclaireurs. Parce que les philosophes sont des éclaireurs. Hein. On dit philosophe. On n'en a pas. La philosophie, elle est traditionnelle. Donc, elle est communautariste. Elle n'est pas transmise par écrit. Elle est transmise oralement parce qu'on dit... Et donc, il n'y a pas de traçabilité. Alors que la société d'aujourd'hui, avec le métissage culturel, avec nos enfants, beaucoup de nos enfants ne parlent même pas notre langue maternelle. Alors, comment on va transmettre si on ne met pas par écrit, si on ne met pas par écrit l'orientation de la cité, comment on va transmettre? Donc, il y a un travail à faire à tous les niveaux. Je continue et je veux venir, comme je parle du travail de mémoire, du devoir de mémoire, pour qu'on puisse comprendre la portée de mon message. Je reviens à Feu Félix Houphouët-Boigny. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, comme je vous ai cité quelques noms de ces intellectuels africains, de ces richesses qui sont une richesse pour la nation, pour la République, à la mort de Félix Houphouët-Boigny, il y a eu un groupe de cadres, comme on appelle des cadres, puisqu'on va arriver au cadre. On va arriver au cadre. À la mort de Félix Houphouët-Boigny, on a eu des cadres, quelques nombres de cadres qui ont créé ce qu'on appelle le Cercle national Foubidié. Le Cercle national Foubidié. Et ce cercle, c'est-à-dire le cercle des cadres, se sont alliés politiquement à Henri Konan Bédié sans même penser à l'intérêt de la nation. Parce que Félix Houphouët-Boigny a dirigé le pays pendant 40 ans. On vivait dans la paix. Certains peuvent critiquer, certains peuvent ne pas accepter, certains peuvent apprécier, mais on reconnaît que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, était un grand homme. Pendant 40 ans, on vivait dans la paix, donc dans l'insouciance totale. On ne manquait pas de grosses choses, on se soignait bien, on mangeait bien, on était insouciant. Mais les intellectuels, parce que quand on fait de la politique, c'est aussi pour accompagner les institutions, accompagner les populations. Et donc le travail que Félix Houphouët-Boigny, pendant 40 ans, la fondation, le travail qui a été fait pendant 40 ans, Félix Houphouët-Boigny a, vers ses vieux jours, comme on dit ses vieux jours, s'est retrouvé, je ne sais pas si je peux dire pris en étau, dans une histoire régionaliste. Dans une histoire régionaliste, où il s'est retrouvé avec des cadres des régions du centre baoulé, qui étaient autour d'Henri Konan Bédié, qui étaient autour de Félix Houphouët-Boigny, et qui ont dit, non, après Félix Houphouët-Boigny, il faut que ce soit un baoulé. Il faut que ce soit un baoulé. Mais nous sommes une république, la République de Côte d'Ivoire. Nous avons des institutions démocratiques. Nous avons des institutions démocratiques. Je vous parle du devoir de mémoire, du travail de mémoire
le travail, ce que je dis est, le travail de mémoire nous permet d'éviter les erreurs du passé. Et donc, Henri Konan Bédié, dans la Constitution, si on dit les choses, ivoirienne, c'était Yassé Philippe qui était président, au départ, je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, et puis Bédié est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc ça créait quand même des tensions au sein du PDCI-RDA, où il y avait des cadres qui ont travaillé avec Félix Houphouët-Boigny, qui se sont sentis offusqués, disent, mais on a travaillé, on a été là pour la République, on a donné de notre temps, et puis tout d'un coup on se retrouve avec un groupe restreint de l'ethnie Baoulé autour de Bédié qui dit il faut que ce soit après Félix Houphouët-Boigny, ce soit Henri Konan Bédié, que ce soit un Baoulé. Et donc, Bédié, si le plan institutionnel, je parle de la constitution ivoirienne, étant président de l'Assemblée nationale, dans la constitution, la Côte d'Ivoire était dotée d'un premier ministre, donc le premier ministre qui était le président Alassane Ouattara, donc le président actuel, le président Alassane Ouattara, donc chef du gouvernement. Et donc Bédié est président de l'Assemblée nationale. Et donc, dans le PDCI-RDA, sous Félix Houphouët-Boigny, il y avait plusieurs courants de pensée. Il y avait le courant de pensée comment on dit, des libéraux, des progressistes du PDCI, et puis il y avait le courant de pensée des radicaux du PDCI-RDA, donc qui étaient avec Henri Konan Bédié. Mais Henri Konan Bédié, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, c'est les gens qui étaient autour d'Henri Konan Bédié, à l'époque, avaient dit au président Henri Konan Bédié qui accédait au pouvoir, donc dans la Constitution, après la mort du président Alassane Ouattara, c'est le président de l'Assemblée nationale, mais la Côte d'Ivoire est dotée d'un premier ministre, donc le chef du gouvernement. Alors, dans les institutions, donc, on se retrouve dans une forme de cacophonie institutionnelle. On a un président de l'Assemblée nationale qui dit, moi, Oufou est décédé, donc moi je prends le pouvoir. Alors qu'il y a le chef du gouvernement qui doit conduire le gouvernement, même au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Donc le président actuel, donc à l'époque le premier ministre Alassane Ouattara, devait conduire le gouvernement et amener quand même à organiser les élections, puisqu'il y en avait un chef du gouvernement. Bédié est arrivé au pouvoir, on ne sait pas comment les choses se sont passées. Bédié s'est débarrassé de ceux qui n'étaient pas dans son courant de pensée, parce qu'il y avait le courant de pensée des radicaux au sein du PDCI. Bédié s'est débarrassé de ceux qui n'étaient pas dans son courant de pensée, donc qui est le premier ministre Alassane Ouattara, les courants de pensée de Yassé Philippe, des Hachi Patrick, beaucoup d'autres. Donc Bédié s'est refermé avec un groupe régionaliste. Écoutez bien ce que je veux dire. Mais cet esprit-là a entraîné quoi par la suite? L'esprit de s'enfermer, de se replier là, d'Henri Konan Bédié. Après la mort de Félix Houphouët-Boigny, quand Bédié arrive, accède au pouvoir, mais en 2015, Bédié devait organiser, puisqu'il terminait le mandat du président décédé. Donc, il devait en 2015 organiser les élections. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'élection. Et par la suite, il n'y a pas eu d'élection. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, l'histoire de notre pays. En 1999, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais vous qui m'écoutez, si à la mort de Félix Houphouët-Boigny, si chacun d'entre eux avait pensé un instant à l'intérêt général, préserver la paix, placer le curseur pour dire, nous, notre priorité,
c'est l'unité du pays. Notre priorité, c'est la paix. Notre priorité, c'est le vivre ensemble. Notre priorité, c'est d'éviter les tensions, les guerres à notre pays. C'est Bédié à l'époque. Autour de lui, c'est chacun, tout ce que, c'est que le PDC RDA de 90 en 99, s'ils avaient pensé, si chacun avait eu, parce que la démocratie, ça fait mal. C'est une violence qu'on fait à soi-même d'abord. La démocratie, c'est ça. On se fait violence. On ne fait pas violence aux autres, mais on se fait violence. La démocratie, c'est ça. D'accepter, même si on n'est pas d'accord, mais d'accepter les règles démocratiques. Si il y avait eu ce souci, s'il y avait eu ce souci, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, on n'allait pas arriver à un coup d'État en 99. Le coup d'État en 99 a donné lieu à la prise du pouvoir par l'armée, donc le général Guy Robert avec les IB et autres. 99, Guy est arrivé. Guy qui était général de l'armée. La Côte d'Ivoire qui est un pays où il y a des institutions démocratiques, est un pays phare dans la sous-région, est un pays essentiel, important dans l'économie de la sous-région. On ne peut pas se permettre de laisser un général à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc Guy Robert, paix à son âme, on ne juge pas les morts, on n'a pas à juger les morts, on prie justement pour que leur âme repose en paix. Mais les gens autour de Guy Robert à l'époque, c'était qui? Il y avait les Laurent Gbagbo, il y avait les Kakou Djikawe, qui étaient les conseillers de Guy Robert, il y avait bien d'autres personnes autour de lui. Mais toutes ces personnes autour de Guy Robert à l'époque, s'ils avaient compris les institutions de la République, s'ils avaient compris que la Côte d'Ivoire était un pays fort, important, essentiel dans l'économie de la sous-région, est un pays qui pèse dans la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, est un pays sur lequel les autres pays autour s'appuient pour pouvoir bénéficier des crédits, pour pouvoir vendre même leurs marchandises à l'international ou emprunter sur le marché international. Si ces personnes étaient suffisamment évoluées autour de Guy Robert, je pense que ils allaient demander à Guy Robert, dire, tiens, un général ne peut pas rester longtemps à la tête de l'État. Ça fait un État failli, un État qui est en faillite. Guy Robert organise les élections et retire-toi de l'élection. Parce que tu es de l'armée, tu es général. Mais à l'époque, chacun pensait à son devenir. Les gens n'ont pas eu suffisamment de courage pour dire à Guy Robert à l'époque, ne te présente pas. Notre pays ne doit pas. On doit penser à l'intérêt. On doit penser à la Côte d'Ivoire. On doit penser à l'intérêt général du pays. Les gens ne l'ont pas fait. Ils ont dit, Guy Robert, présente-toi. Nous, on va aller aux élections. Parce qu'ils avaient d'autres plans B dans leur tête. Guy Robert, naïvement, s'est présenté avec Laurent Gbagbo en écartant Alassane Ouattara, en écartant tout le monde. Ils sont allés deux aux élections. Gbagbo à l'époque dit, pour ceux qui se souviennent, puisque l'histoire elle est récente, Gbagbo dit, le pouvoir est dans la rue, allez-y le chercher. Et on a vu l'arrivée au pouvoir de Laurent Gbagbo de façon calamiteuse, comme lui-même l'a qualifié, sa prise de pouvoir. Et il y a eu des bains de sang. Donc Gbagbo, malheureusement, a pris le pouvoir dans des bains de sang, dans la rue. Donc l'histoire, nous devons faire un travail de mémoire. Nous devons faire un travail de mémoire. Le travail de mémoire doit nous aider à ne pas répéter
les erreurs du passé. Gbagbo s'est mis au pouvoir. En 2010, il n'organise pas. Il y a eu ensuite une rébellion armée en Côte d'Ivoire où Soro Guillaume était chef de cette rébellion qui a attaqué le pouvoir de Laurent Gbagbo. En 2005, Gbagbo n'a pas organisé les élections sous prétexte que le pays était divisé. Bon, il a trouvé des arguments pour se maintenir au pouvoir. Jusqu'en 2010, on a vu ce que ça produit. Le même Gbagbo, si autour de lui, il y avait eu des gens qui ont dit, mais Laurent, malgré tout quand même, de 2000 en 2010, ça fait quand même 10 ans, hein, faut pas te présenter. Retire-toi. On aurait eu évité le pire. Mais les gens n'ont pas eu le courage de dire à Laurent de ne pas se retirer. Ils ont dit, maintiens-toi. Malheureusement, ça a causé des dégâts et des morts dans notre pays. Je vous explique ces questions. Pourquoi? Pour revenir au sujet des associations régionalistes. Parce que quand vous prenez, malheureusement, c'est pour ça qu'il est important de retracer le passé. Parce que les émotions sont nègres. Et malheureusement, on répète la même chose. Les émotions sont nègres. Si vous prenez l'histoire comme je vous ai retracé en quelques lignes, parce que je ne suis pas rentré dans les détails de cette période douloureuse de notre histoire, parce que nous tous, on l'a vécu. Parce que on était là, on l'a vécu, et nous sommes encore là. Pourquoi on est arrivé à toutes ces tensions? C'est pour des questions identitaires, régionalistes. On prend un côté, Laurent Gbagbo qui s'appuie sur sa région, qui dit, donc qui s'appuie sur sa région, qui dit, donc on a des, comme on dit, les BT, qui sont son appui régional. On a Henri Konan Bédié, qui s'appuie aussi sur son appui régional. Donc, à l'ouest, on a Laurent Gbagbo. Au sud, on a Henri Konan Bédié, qui lui s'appuie sur, des questions régionales. Et puis le président Alassane Ouattara s'appuie sur le nord. Donc, on a le triangle qui est là. Le triangle est là. On a le nord, on a le sud, on a l'ouest. Mes frères et sœurs, on a le nord, on a le sud, on a l'ouest. Donc, on a 3 personnalités du paysage ivoirien. Le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Donc, on a fait le triangle. Pour ceux qui ont l'œil, nous, on est au milieu du triangle. Vous et moi. Vous et moi. Vous et moi, que vous soyez du sud, que vous soyez de l'ouest, que vous soyez du nord. Nous sommes des citoyens. Nous sommes au milieu du triangle. Parce que le triangle, il est là. Nous sommes l'œil du triangle. Nous sommes l'œil du triangle. Mais nous, au milieu du triangle, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que les politiciens ont fait? Ils nous ont départagés dans les 3 coins. L'autre au nord, l'autre au sud, l'autre à l'ouest. Donc on a renversé le triangle. Nous, on est dedans. Mes frères, c'est pour ça, moi, Gouzanaou, j'ai pesé toutes ces questions-là. Et je me suis dit, pour éviter les tensions communautaristes dans notre pays, puisqu'on sait ce que les tensions communautaristes ont entraîné dans le pays. Depuis la mort de Feu Félix Houphouët-Boigny, on sait ce que les tensions communautaristes ont entraîné dans le paysage politique. Et malheureusement, ça ne reste pas que dans le paysage politique. Ça touche les citoyens, ça touche les communautés qui vivaient ensemble, qui vivaient entre eux, qui se sont mariés et qui sont retrouvés dans ces situations politiques où c'est devenu ingérable, où des couples se sont déchirés, des familles se sont divisées, où il y a une vraie fracture sociale pour le coup, et que nous sommes en train de tout doucement essayer de reconstruire et de réconcilier.
Moi, Gouza Naouni, en tant qu'une citoyenne, quand j'ai pesé toutes ces questions, je me suis située dans la citoyenneté. Moi, je me suis située dans l'axe de la citoyenneté. Oui. Parce que c'est par la sensibilisation citoyenne que nous allons réussir l'unité parfaite du pays. C'est par la sensibilisation citoyenne que nous allons consolider et que nous allons garantir la stabilité de nos États. Je vous ai dit au début de mes propos qu'en Côte d'Ivoire, je peux le dire comme ça, malheureusement, il y a des associations régionalistes. Ce n'est pas une première et une dernière. Les associations régionalistes, ça existe en Côte d'Ivoire. Je vous ai cité celle du Sud, celle de l'Ouest, et j'apprends maintenant qu'il y a une association régionaliste qui serait née du Nord et qui fait, comme on dit dans le jargon des réseaux sociaux, le buzz sur les réseaux sociaux. Et on me demande de me prononcer sur ces questions-là. Mais pour vous qui me suivez, moi, Gouza Naouni, je dis, je condamne tout esprit de tribalisme. Parce que le tribalisme a détruit notre vivre ensemble. Le tribalisme a détruit notre cohésion nationale. Et dans le projet et la vision du chef d'État, le président Alassane Ouattara, pourquoi j'ai soutenu le président Alassane Ouattara? Pourquoi je soutiens le président Alassane Ouattara? C'est sa vision de rassembler au-delà de ce que nous sommes. C'est sa vision de rassembler tous les enfants du pays. C'est sa vision, il incarne la vision d'une Côte d'Ivoire forte. Mais la Côte d'Ivoire forte, là, il faut qu'elle soit unie. Mais pour que la Côte d'Ivoire soit unie, c'est par la qualité de ses institutions, par la force de ses institutions et par le niveau élevé de sa masse. Sinon, en soi, pour venir, parce que au fur et à mesure, je vous lis, les gens sont tellement pressés, répondre à la question. Je n'ai pas à répondre à votre question, je fais mon analyse. Je ne réponds pas à vos questions, je fais mon analyse. Je ne rentre pas dans vos émotions. Je ne rentrerai jamais dans vos émotions. Je suis une citoyenne. Je parle de la République. Je ne parle pas des identités communautaristes. Je parle de la République. Et je vais rester, moi, dans la République. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas être hors la République. Je vais être dans la République. Et donc, c'est sur ça que je reste. Je dis, en tant que citoyenne, les institutions de la République en elle-même, avoir une association des régions, ce n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un délit. Si l'association n'est pas, c'est pas une association qui peut mettre en mal l'intégralité ou l'intégrité du pays ou de l'État, ce n'est pas un mal. Je vais dire, c'est légitime. C'est légitime pour des ressortissants ou des communautés au sein des régions d'avoir des associations. En soi, ce n'est pas un mal. C'est pas un mal. C'est pas illégal. Voilà, c'est pas illégal d'avoir des associations à l'intérieur des régions de la Côte d'Ivoire. Parce que les associations sont plus proches des populations, les associations accompagnent les populations au quotidien, les associations sont à l'écoute des populations, les associations entretiennent une relation que l'élite n'a pas avec les populations. Parce que l'élite, parfois, elle est décalée. L'élite n'a pas les populations. Mais, je dis bien mais, pour revenir à votre question qui vous brûle et vous attendez des réponses de ma part, je dis mais, quand je prends l'histoire de notre
pays. Ce que les associations des cadres des régions de Côte d'Ivoire ont causé comme dégâts dans l'histoire de notre pays, je m'interroge. On s'interroge. Et c'est normal, c'est légitime que les gens se questionnent. C'est légitime que les gens posent des questions, s'interrogent. Ça, c'est légitime. Mais avoir une association dans des régions, ce n'est pas illégal. La loi dit, la loi 1901, pour avoir une association à but non lucratif, une association politique ou à une association à but lucratif, c'est inscrit dans la loi, ça est dans la Constitution, c'est le droit de chacun de créer son association tout en respectant les valeurs de la République. Mais quand je vous cite, moi je vous ai cité le triangle, le nord, l'ouest, le sud, les tensions communautaristes qui ont causé des crises dans notre pays, l'histoire elle est récente. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait se poser la question de dire aujourd'hui, est-ce que la priorité du président Alassane Ouattara, c'est d'être accompagné par des associations communautaristes? Moi, je n'y crois pas. Je pense que la priorité du président Alassane Ouattara, c'est de rassembler tous les Ivoiriens. La priorité du président Alassane Ouattara, c'est de consolider la cohésion sociale, d'où le ministère de la cohésion sociale, de la solidarité et de la pauvreté. Parce que ce sont les priorités du président. Les priorités du président Alassane Ouattara, c'est que tous les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, puissent se parler, vivre ensemble. Moi, voilà les priorités. Donc, je veux vraiment que les gens essaient de dissocier un peu l'image du président à des associations communautaristes. Je l'ai dit la dernière fois, je dis, moi, le président Alassane Ouattara, j'ai le programme du président. Et donc, quand j'entends les gens mêler, bon, on ne va pas en vouloir. Si tu donnes le bâton à ton adversaire pour te taper, il ne va pas hésiter, il saisit le bâton, il te tape avec. Donc, voilà. Donc, l'adversaire politique, il saisit le bâton, il tape. Revenons au sujet. Le président Alassane Ouattara, que dans les régions du Côte d'Ivoire, là c'est mon point de vue. Mon point de vue en tant que Bouzane Naoui. Dans les régions du Côte d'Ivoire, qu'il y ait il y a des présidents des régions dans les régions du Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'il y a des présidents des régions dans les régions du Côte d'Ivoire. Les présidents des régions, il y a un conseil régional. Donc, dans chaque région de Côte d'Ivoire, il y a un président de région. Il y a un conseil régional. Le conseil régional, c'est des conseillers qui sont autour du président des régions qui apportent des idées, qui rapportent ce qui ne va pas, pour aider au développement de la région. Il y a des maires. Dans chaque région de Côte d'Ivoire, il y a des communes. Donc les communes, il y a des maires. Le maire, c'est celui qui pense au bien-être de ses administrés dans sa commune. On va faire les voiries, on va faire les écoles primaires, on va faire des on appelle dispensaires, on va faire les dispensaires, on va penser à l'eau potable. Ça, c'est le rôle du maire. Le président des régions, c'est celui qui pense à toute la région, donc les grandes voies, qu'on appelle on dit la nationale ou la départementale. Donc, c'est celui qui va faire les grandes voies qui vont relier les départements entre eux, des communes entre elles. Ça, c'est le travail du président des régions. Le président des régions, c'est celui qui va apporter le lycée dans la région. Parce que le collège, le lycée, ça, c'est le rôle du président des régions. Collège, lycée, CHU, université. Ça relève du président de région. Et j'ai vu récemment qu'en Côte d'Ivoire, on s'est doté des ministres gouverneurs. Donc, ça veut dire, en plus du président de région, on a encore un ministre gouverneur. Donc, on a des élus locaux qui sont des députés et des sénateurs. Les élus locaux,
eux, ils sont au sein de l'Assemblée nationale pour voter, les députés et les sénateurs, pour voter des lois, améliorer les lois, pour dire, bon, on va voter une loi pour que dans les régions de Côte d'Ivoire, ils puissent avoir quand même des routes, plus d'infrastructures pour pouvoir relier les communes entre elles. Donc, au niveau du gouvernement, le ministre en charge des questions de construction des routes et des voiries va se saisir du dossier. Le premier ministre va se saisir, ils vont en discuter. Le président va donner son OK. Un budget va être voté. On dit on fait des routes à l'intérieur du pays. Donc, ça, c'est le rôle. Je peux dire que nous avons des institutions. Et les institutions fonctionnent. Nous avons les institutions fortes. Nous avons une république qui marche. Et là, le président a fait du développement son cheval de bataille depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, on a des routes, on a des ponts, on a des écoles, on a des lycées, on a des universités, on a des hôpitaux. C'est grâce à la volonté de développer la Côte d'Ivoire que le président, en si peu de temps, a apporté un développement aussi rapide à notre pays. Et c'est une très bonne chose. Alors, je viens à la question que tout le monde se pose et que moi aussi je me pose aussi. Je dis, le questionnement est important dans un débat intellectuel et dans un débat démocratique. Moi, dans ces régions, que ce soit le nord, le sud et l'ouest, j'ai toujours été, je suis un peu gêné face à ce qu'on appelle association des cadres des régions. Je suis un peu gêné. Et je le dis, et tout le monde, c'est sûr de tout le monde, je suis gêné face à ces questions-là. Parce que moi, je suis républicaine. Je suis très, peut-être que je suis trop à la, je ne dis pas que je suis trop à la française, mais je suis pour la République. Je suis pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Et je vous répète encore à nouveau, le bon fonctionnement des institutions de la République, c'est par le renforcement des lois, par la citoyenneté, la sensibilisation, et c'est par le devoir. Dans chaque région de Côte d'Ivoire, nous avons 33 régions, 31 ou 33 régions, si je ne me trompe pas. Nous avons 31, 33 régions en Côte d'Ivoire. Dans ces 31, 33 régions, nous avons des présidents de régions. Les présidents de régions, leur devoir et leur obligation, c'est d'apporter, puisque les lois, le président Alassane Ouattara a établi le plan de développement pour chaque région de Côte d'Ivoire. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est moi qui me fais trop de... Je me mets plein de roses dans les yeux. Mais je dis, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis en place un plan de développement et qui marche pour chaque région de Côte d'Ivoire. Je prends le cas de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pont de Guézabo, il est en train d'être rétabli. La route qui quitte Yamsokro, Gagnoua, Daloa, Diokwe, jusqu'à Kubli, elle est en train d'être faite, goudronnée. Mais ça, ce sont les plans de développement du gouvernement ivoirien. Ce sont les plans de développement. Donc, le développement, c'est une politique de développement. Et la politique de développement, c'est le gouvernement qui mène la politique de développement. C'est la vision du président. C'est le projet du président Alassane Ouattara. Donc moi, je reste institutionnel. Et je veux rester vraiment sur le plan de la République. Je dis que le développement dans les régions de Côte d'Ivoire, c'est la vision du président Alassane Ouattara. C'est le devoir du président Alassane Ouattara. C'est le travail de son gouvernement. Maintenant qu'il y a des associations qui se créent dans les régions de Côte d'Ivoire pour des cadres, des cadres. Je prends, si je vais venir sur le plan des cadres. Parce qu'un cadre, ou soit c'est un fonctionnaire qui travaille dans une région, ou soit c'est un salarié qui a un salaire élevé. Un cadre, ou soit c'est
c'est bon, quelqu'un qui a un niveau, comme on dit, il n'y a pas de définition par la loi. Hein, juridiquement, un cadre, un cadre, ça n'existe pas juridiquement. Mais dans le code du travail, on dit cadre parce que tu as un salaire plus élevé que les autres. On dit tu es un cadre. Donc, c'est ça un cadre. Je ne suis pas contre la création des associations dans des régions. Je ne suis pas contre parce que je dis avoir une association, c'est quelque chose de légal. C'est légitime pour les personnes qui vivent dans une région de dire, tiens, on dit association des femmes pour le beurre de karité des Katiola, par exemple. C'est normal, parce que ces femmes vivent à Katiola, elles ont leur beurre de karité, elles se mettent en association pour pouvoir produire plus, pour être compétitifs, pour vendre plus et pour gagner des marchés, un peu, avoir des grossistes qui vont acheter l'ensemble de leur beurre de karité. Association des femmes de Bono, des femmes du marché de Bono. Elles ont de la banane, parce qu'il y a beaucoup de bonnes bananes à Bono. Et c'est donc l'association au cœur des régions, c'est légitime. Et ce n'est pas un mal en soi. C'est pas mal. C'est pas un mal. Mais moi, sur le plan des institutions, ce qui me gêne, ce qui me dérange, c'est pas qu'une seule région, parce qu'il ne faut pas faire croire qu'il n'y a que dans le Nord, qu'il y a l'association des cadres du Nord. Non, c'est pour ça que j'ai pris l'histoire depuis Félix Houphouët-Boigny. Au Sud, il y a ou il n'y a plus, mais je sais qu'il y a eu des associations des cadres du Sud. Il y a eu des associations des cadres de l'Ouest, de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on parle d'association des cadres du Nord. Ma question, est-ce que les cadres dont on parle, ce sont des élus de ces régions ou ce sont des élus de d'autres régions? Parce que, et je pense que ce débat doit être posé de façon intellectuelle, mais dépassionnée pour apporter une clairvoyance et la lumière et apporter des réponses et savoir communiquer sur ces questions-là. L'association des cadres de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que les cadres de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est quoi les cadres de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce sont des élus de la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire? Bon, si ce sont les députés de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, si ce sont les sénateurs de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, si c'est le président des régions, les présidents des régions de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, que les présidents des régions de l'Ouest de la Côte d'Ivoire et les députés et les sénateurs de l'Ouest de la Côte d'Ivoire pensent se mettre en association pour penser comment ils peuvent converger leurs idées, leur expertise, leur intelligence pour apporter plus de développements soutenus ou bien accompagner l'action du gouvernement. Parce que le développement, c'est le président qui vote. Les budgets sont votés hein, par la primature, par la présidence. Hein. C'est pas les gens ne sortent pas leur billet des banques pour aller cotiser. Non. C'est un budget de l'État. Donc, ça fait partie du budget de l'État. Maintenant, si je dis bien les présidents des régions de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, les députés et sénateurs de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, avec les travailleurs dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, je ne parle pas des travailleurs à Abidjan, je parle des travailleurs parce qu'il y a des travailleurs à l'Ouest de la Côte d'Ivoire, il y a de l'administration qui est là-bas, pense comment aider l'Ouest de la Côte d'Ivoire, accompagner l'action de l'État, l'action du gouvernement dans cette région. Donc les présidents des régions et les élus locaux de cette localité réfléchissent et disent on va se mettre ensemble pour penser comment on peut accompagner l'action du gouvernement. C'est une très bonne chose. Parce que leur rôle, c'est d'accompagner le développement
dans ces localités où ils sont élus. Je ne sais pas si je me fais entendre. Hein. Je ne sais pas si je me fais entendre. Donc, je viens aussi au sud. Est-ce que dans l'association de l'ouest, du sud de la Côte d'Ivoire, est-ce les présidents des régions du sud de la Côte d'Ivoire, avec des élus du sud de la Côte d'Ivoire, qui se mettent ensemble pour dire, on se met en association, les présidents des régions, les élus, on va se mettre ensemble pour être beaucoup plus fort. Ça va éviter les fractures des leaderships d'ego entre les élus du sud pour accompagner l'action du gouvernement. C'est une très bonne chose. Est-ce les présidents des régions du nord de la Côte d'Ivoire, avec les élus du région du nord de la Côte d'Ivoire, qui se mettent ensemble, les présidents des régions, les élus, donc les députés, les sénateurs, ils se mettent ensemble pour dire, voilà, nous sommes des députés et sénateurs de Tchogolo, du Folon, de Boukani, du Béré, de la Bagoué, avec les présidents des régions. On se met ensemble pour accompagner l'action du gouvernement afin que ce soit beaucoup plus efficace pour accélérer le développement dans nos régions. C'est une très bonne chose. Ce n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un mal en soi. Parce que c'est là où je veux qu'on puisse bien comprendre ce que c'est que des associations des régions. Parce que quand on est association d'une région, on est... Là, je parle des élus. Je parle pas des ministres. Parce que pour moi, un ministre n'est pas un ministre des régions. Un ministre, c'est un ministre de la République au service des citoyens, de tous les citoyens, sans distinction aucune. Ça, je suis intransigeante sur ces questions-là. Un ministre, c'est un ministre de la République. Il n'est pas un ministre d'une région. Il n'est pas un ministre d'une tribu. Il n'est pas un ministre d'un groupe ethnique. Il est le ministre de la République. Quand on dit que vous êtes ministre de la solidarité, ministre de la solidarité, vous devez avoir des réformes de solidarité, donc une réforme sociale qui implique et qui concerne tous les Ivoiriens sur l'étendue du territoire ivoirien, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud et qu'ils soient à l'ouest. Quand on est ministre de la République, on est ministre pour la République. On n'est pas ministre de son département, on n'est pas ministre de sa région, on n'est pas ministre de son village, on est ministre de la République. Donc les ministres de la République, ils ont une obligation de se mettre au service des citoyens. Ça, c'est clair et net. Je pense que c'est précis et les ministres le savent. Ils savent que leur rôle, c'est d'être au service des populations. Maintenant, je dis, c'est pour ça que je fais distinguo entre les élus et les ministres. Les présidents des régions, les maires des localités de ces régions, les députés et sénateurs de ces localités, de ces départements, de ces régions, qu'ils se mettent ensemble pour réfléchir ensemble, pour dire, nous allons accompagner l'action du président, l'action du gouvernement. C'est une très bonne chose, ce n'est pas un mal en soi. Je dis, il faut vraiment faire distinguo sur ces choses-là. Parce que vous prenez un député, je prends un exemple. Je suis en train de lire un commentaire au fur et à mesure, parce que je suis déjà à 1h13, qui me dit, Gouza, pourquoi des associations vont faire des salles d'école, créer des salles d'école dans des villages. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer plus simple que ça. Hein. Je pense que je suis très terre à terre, plus bas que terre. Je dis, des associations, des citoyens dans des localités pour apporter des réponses aux plus proches des populations, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je reviens à la question qui est posée. Je dis,
que des ministres, que des directeurs d'institutions, que des directeurs d'entreprises de l'État, leur devoir et leurs obligations, c'est d'être au service de l'État. Ils ne sont pas ministres, ni nommés, ni ambassadeurs pour être au service de leur département et de leur région. Ils sont au service de la Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des présidents de régions, il y a des députés de ces régions, qu'il y ait des sénateurs de ces régions, qu'il y ait des maires de ces régions qui se mettent en collectif pour penser, mettre ensemble leurs actions pour que ce soit plus fort, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Je reprends parce que il y a des gens qui aiment tellement des raccourcis limités. Moi, je ne vais pas rentrer dans ces raccourcis limités et je ne vais pas toujours faire du béaba. Je dis, un ministre de la République, il est là, il est au service de la République. Le ministre de la République, il est au service de tous les citoyens. Quand on est ministre de la Santé, on s'inquiète de la santé de tous les Ivoiriens. On ne s'inquiète pas que de la santé de son département, que de la santé des ressortissants de sa région, que de la santé de ses ressortissants de sa tribu. On s'intéresse à la santé de tous les Ivoiriens. C'est ça un ministre. C'est une obligation, c'est un devoir et il est obligé d'être au service de la population. Donc, il faut savoir dissocier les choses. Dissocier le rôle du ministre et le rôle du président. Parce que le président des régions, d'une région, c'est le président des régions. Bon, on va faire simple. Je prends un exemple. On va faire court. Parce que je vais m'arrêter juste dessus. À supposer, bientôt c'est les élections municipales. C'est les élections régionales. Si les élections municipales, les élections régionales, parce que je lis les commentaires, donc les ministres sont interdits de toutes... Alors vraiment, je pense que... prenez la constitution ivoirienne, tapez un peu dans Google le rôle d'un ministre. Parce que je ne vais pas répéter ça 1001 fois. Et je l'ai dit la dernière fois à des amis, je dis, le problème des États africains, des États africains, ce n'est plus ceux qui ont plus de 30 ans. Il faut partir et accompagner les enfants de 5 ans à 7 ans. Parce que c'est ceux-là les citoyens de demain et c'est ceux-là la relève de demain. Parce que ceux qui ont 30 ans là, ils sont déjà butés. Donc, ils ne sont pas l'avenir de demain, de l'Afrique de demain. L'avenir de l'Afrique de demain, ce n'est pas ceux qui ont 30 ans. C'est ceux qui ont 5 ans maintenant. Donc, c'est ceux-là qu'il faut vraiment accompagner pour faire une vraie pédagogie, pour que ceux-là soient des bons citoyens de demain. Je ne peux pas expliquer plus bas que terre. Un ministre de la République, il vit avec l'argent de qui? L'argent de la République, du contribuable. Bon, donc si toi, dans ta région, il y a un ministre qui doit prendre l'argent du ministère ou le budget qu'on lui donne pour venir te distribuer dans ta région, et les autres, ils font quoi? Là, le ministre vont faire aussi pareil. Il faut arrêter à un moment donné. Franchement, il faut quand même aussi qu'on soit un peu ouf. C'est quand même le béaba de la citoyenneté. Donc, je ne sais pas comment je vais expliquer pour vous. Je dis, messieurs, alors, je dis, les élections régionales, c'est bientôt. En 2023, c'est les élections. Nous sommes fin 2021. Donc, dans un an, la campagne commence. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Bon, si on doit penser région, on doit penser sa région. Quand les élections régionales vont commencer, vous allez rester dans votre région pour être des candidats là-bas, vous allez revenir dans les régions des autres. Quand vous allez faire quoi après? Moi, c'est la question que j'ai. Moi, j'ai envie de comprendre juste cette question. C'est un peu bête, hein, mais bon. C'est une question simple. On fera quoi? Si chacun doit penser sa région, donc chacun va rester dans sa région pour être candidat.
au régional. Chacun va rester dans sa région pour être candidat au municipal. Chacun va rester dans sa région pour être candidat aux législatives. C'est juste la question que je vais poser. Et si chacun peut se poser cette question, on fait quoi? Puisqu'on doit réfléchir cadre. On doit réfléchir cadre. Parce qu'un cadre des régions, c'est pour ça que je vous explique ce que c'est que quand on dit des régions, les présidents des régions, les députés de ces régions, les députés maires de ces régions, leur obligation, c'est d'apporter, justement, de travailler en coordination pour apporter des réponses aux besoins des populations de leur région où ils sont élus. Un président des régions, un député des régions, un maire, un député des départements, un maire de commune, un sénateur. Son devoir, c'est de travailler avec le président des régions, de travailler en collaboration pour apporter des réponses aux besoins des populations de ces régions où ils sont élus. Tu es élu dans une région, dans un département. Ton rôle, c'est de travailler avec d'autres cadres de ce département pour apporter des réponses aux besoins des populations de ces départements. Ce n'est pas de te retrouver dans un autre département où tu n'es pas élu. Parce que ton rôle, c'est là où tu as été élu. C'est là ton devoir d'élu. Ton devoir d'élu, c'est là où tu es élu. Ce n'est pas là où tu n'es pas élu. Là où tu n'es pas élu, il y a un élu là-bas. Lui, son travail, là, il fait son travail. Toi, fais ton travail. Ou bien vous allez faire comment? Quand les élections municipales vont commencer, on va se retrouver dans une cacophonie où demain, on va se retrouver avec quoi? Moi, je donne un exemple simple. Hein. De toute façon, moi, je dis, chacun voit midi à sa porte. Chacun fait ce qu'il veut faire. Chacun fait. Et puis les conséquences, chacun va les assumer. C'est tout. Parce que je trouve ça, moi, je suis gênée. C'est pour ça que je dis que c'est des sujets qui sont complexes. Et ces sujets-là, c'est à l'État d'apporter des réponses. Et non des citoyens passionnés qui vont se crêper le chignon sur des questions essentielles. Parce que la passion n'apporte pas de réponses. C'est la raison qui apporte la réponse. Donc, il faut des gens raisonnés pour apporter des réponses à ces questions-là. Et c'est en cela, moi, je demande à l'État d'apporter enfin des réponses. C'est une très bonne chose qu'on puisse débattre de ces questions-là pour que l'État apporte une réponse claire à ces réponses-là. Parce que demain, moi, je donne un exemple, je suis du Lot-du-Bois, par exemple. Je suis du Lot-du-Bois. Où je prends un député, on dit, il s'appelle un député Diomandé. Un exemple. Un frère qui est né dans le Lot-du-Bois, qui a grandi avec nous, qui est député. Et puis on dit, ah tiens, on a appris que ton frère là, il est sur une liste quelque part dans un cadre des régions, il apporte le développement là-bas. Ah bon? Mais il est le cadre de Lot-du-Bois, il n'est pas le cadre du Nord. Moi, ma réaction sera naturelle. Bon, demain, quand il va revenir pour dire, oui, je veux être candidat dans le Lot-du-Bois, et que les gens dans le Lot-du-Bois vont lui dire, non, non, tu ne peux plus être candidat chez nous, va au Nord pour être candidat. Vous allez dire quoi? On va se retrouver dans ce que j'ai décrié depuis le début de mon intervention, dans des questions identitaires. On va dire, oh, Dieu ne le veut pas parce qu'il il est du Nord, mais parce que tu t'es retrouvé dans une situation complexe, où toi-même tu ne peux plus gérer. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a un glissement. Et moi, c'est ce glissement qui me gêne. C'est ce glissement qui me perturbe. C'est ce glissement qui m'inquiète. C'est ce glissement qui m'inquiète. Comment je vais à Diokwe? Moi, je ne me pose pas la question
sur mon cousin Tungara. Tungara, il est de Diokwe. S'il y a un développement à apporter, c'est à Diokwe et non ailleurs. Il est de Diokwe. Ah, je le revendique, il est de Diokwe. La fille de Awa Touré, elle est députée de Diokwe. Elle est de Diokwe. Elle est députée de Diokwe. Donc, s'il y a un développement à apporter, elle veut participer à une action de développement, c'est à Diokwe et non ailleurs. Donc, moi, je n'ai pas envie demain. Vous voyez, il y a un glissement qui me gêne. Je ne sais pas si ce glissement, il est perçu, hein, mais c'est ce glissement qui est gênant. Parce que demain, ça va envoyer des problèmes encore identitaires, ce qu'on a combattu dans le passé, ce qu'on a décrié dans le passé, ce qu'on ne voulait pas répéter, et puis de façon soit consciente ou inconsciente, on va introduire un faux débat dans les débats à venir. Et donc, il faut qu'on évite les glissements. C'est pour ça que je tiens à dire que chaque président des régions, les présidents des régions là où ils sont élus, les députés des régions, des départements là où ils sont élus, les maires des communes là où ils sont élus, leurs obligations, leurs devoirs, c'est d'apporter des réponses aux besoins des populations dans ces communes, dans ces départements et dans ces régions, et non ailleurs. Bah oui, moi mon maire de commune, si c'est pour apporter le développement de la commune de naissance de chez lui, la prochaine élection, je ne le vote pas. Puisque si c'est pour penser sa commune, il a été élu dans ma commune, il n'a pas été élu dans l'autre commune. Alors dans l'autre, donc ça veut dire qu'il y aura 2 maires là-bas. Donc, Ahmed Chicago, merci. Donc, il y a un glissement, faisons attention. Parce que, vous savez, c'est pour ça que je parlais des radicaux des partis politiques. Depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux, je vous parle toujours des radicaux des partis politiques. Ceux-là n'ont pas une vision grande. Ils ont une vision restreinte de la nation. La nation se résume à leur personne, à leur ethnie, à leur jeu. Alors que la nation, ce n'est pas jeu. Elle ne se conjugue pas au singulier, elle se conjugue au pluriel. Nous devons penser nation. Nous devons penser unité. Nous devons penser rassemblement. Nous devons penser république. Si nous n'arrivons pas à conjuguer au pluriel, nous allons mettre le feu à notre pays. C'est pour ça que je dis, je suis gênée, je suis mal à l'aise, je suis inquiète. Le président Alassane Ouattara est une chance pour notre pays. Nous ne devons pas salir cette chance. Nous ne devons pas détruire cette chance. Évitons. Et nous ne devons pas mettre le feu à tout ce qu'il a construit. Nous avons une obligation de nous unir pour préserver l'intérêt du pays. J'ai pris feu Félix Houphouët-Boigny et je suis arrivé en 2021. D'où la transition du début jusqu'à maintenant. On a 1h28. Je vais juste m'arrêter sur ces questions-là. J'ai dit, faisons attention. Il y a des glissements qu'on doit éviter. Qu'il y ait des présidents des régions, des grandes régions, des députés des régions, de ces départements de ces régions, des maires de communes de ces départements des régions, qui se mettent ensemble pour accompagner l'action de développement du président de la République. Parce que le développement, c'est le chef de l'État. C'est l'État qui apporte le développement. Les citoyens accompagnent le développement, consolident le développement, l'action de l'État. Donc, qu'il y ait des présidents de région, des députés et sénateurs dans ces régions, des maires dans ces régions, qui se mettent en collectif pour accompagner l'action de l'État dans ces régions, c'est une très bonne chose. Mais les ministres de la République, ils sont là pour la République, ils sont là pour nous servir.
Ils doivent servir tous les Ivoiriens, sans distinction aucune. C'est pour ça que je dis qu'il faut éviter la cacophonie. Il faut éviter les transitions aussi faciles. C'est important. Évitons les glissements. Glissement, on va détruire la fondation. Nous avons un devoir de consolider, de vivre ensemble. Demain, il y a des élections à venir. Évitons d'arriver à des faux débats qui ont causé le tort à notre pays hier. Évitons, parce que demain, les gens vont montrer un tel du doigt pour dire, ah non, toi tu étais sur telle liste, non, donc tu ne viens plus ici. On va dire, mais il est né là-bas, pourquoi il ne vient pas? Mais qu'est-ce qu'il faisait chez les autres? Chez toi, c'est pas là-bas. Chez toi, c'est là où tu as été élu. Chez toi, c'est là où tu es maire. Chez toi, c'est là où tu es président des régions. Ton souci, c'est là. C'est là que tu dois apporter des réponses. Et là, et pas non là où tu n'es pas élu. Un élu a une obligation. Il a un devoir vis-à-vis de la République, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de l'État et vis-à-vis du président de la République. Parce que le président vous a fait confiance. Ne perdez pas la confiance. Bonsoir à tout le monde. Je vais m'arrêter là sur ce sujet-là. Et je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait plaisir de lire tous les commentaires. Ceux qui sont hostiles, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Les débats, c'est ça. C'est de pouvoir échanger, de pouvoir parler, d'apporter des réponses. Et moi, les réponses, c'est ça qui m'intéresse. La polémique, je ne suis pas dans la polémique. La réponse, c'est que la République se respecte et que nos élus eux-mêmes soient les garants des institutions de la République. Bonsoir, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.